Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Objectif Client. Je suis Agathe Curis, consultante en stratégie chez Anomia, le cabinet de conseil exclusivement dédié aux avocats. Au cours de nos différentes missions, nous avons constaté que les avocats gagneraient à davantage connaître leurs clients et leurs attentes. C'est pourquoi nous avons créé ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Caroline Paya-Walter, Head of IP chez TBWA, agence de publicité à Paris. Bonne écoute à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Agathe. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast. Je t'en prie. Et d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Alors Caroline, tu es Head of IP ou responsable propriété intellectuelle du groupe TBWA. Exactement. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce groupe ? Bien sûr. TBWA, c'est une agence de publicité, donc une agence créative, une agence de communication qui est rattachée en l'occurrence au groupe Omnicom, donc un grand groupe de communication au niveau américain. Et TB Group aujourd'hui agit principalement en France et à l'international via tout un tas d'entités en Europe et à travers le monde. Moi, je bosse principalement évidemment sur le site parisien, qui en l'occurrence est à Boulogne-Billancourt. Et l'agence est en fait une sorte de mosaïque de plusieurs petites agences, comme c'est souvent le cas dans le domaine de la publicité. Donc au sein de TBWA Group, on a plusieurs entités spécialisées. On a du Zaka, du Integer, du 65DB, qui sont des noms qui vous parlent peut-être et qui ont des spécificités sur, par exemple, la communication digitale, le packaging, le brand marketing, etc. Donc on est vraiment sur un groupe assez dense, assez riche et qui en l'occurrence en 2021 il me semble a été élu agence créative de l'année. Donc on est effectivement sur un beau podium en termes de créativité. Tu as été élue agence créative de l'année par qui ? Alors en fait, c'est des entités, des décisionnaires au sein du secteur qui, entre eux, se donnent des prix. Donc il y a une forme quand même un petit peu d'entre-soi, on va pas se mentir. Mais c'est basé sur notamment le nombre de prix qui peuvent être gagnés, puisque dans le secteur publicitaire, il y a régulièrement des sortes de compétitions créatives, notamment par exemple les Lions à Cannes, qui ont eu lieu très récemment, et qui permettent de récompenser les agences les plus disruptives. Je choisis ce mot à dessein, puisque c'est une marque que nous avons déposée, la disruption. Donc c'est le terme. C'est une marque vraiment... que vous avez déposée ? Tout à fait. Il y a une problématique juridique derrière, évidemment, parce que c'était pas évident, mais TBWA est vraiment The Disruptive Agency. Donc c'est notre tagline qu'on emploie depuis de nombreuses années et qui était en fait notamment liée au fondateur, enfin un des créateurs, Jean-Marie Dru. Okay. Et donc la notion de disruption est très importante pour TBWA. Donc voilà. Vous avez pu vous approprier, entre guillemets, ce terme ? Ah, écoute, si on rentre sur ce terrain-là, le podcast va durer 2h30, je pense. Mais effectivement, on défend cette marque verbale à travers le monde, oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Très bien. Et du coup, ça représente combien de personnes, TBWA ? Alors ça, c'est assez difficile à jauger parce que au sein du groupe Omnicom, évidemment, ça se compte en plusieurs milliers de personnes. Mais au sein de TB Paris, on est plusieurs centaines. Je ne saurais pas te dire, tu vois, si c'est plutôt 600 ou 800 en tout, puisque nous sommes dispatchés sur différents sites, et dans Paris et à Boulogne. Donc, ce n'est pas évident à quantifier. Mais en tout cas, sur Paris, on est moins de 1000, c'est sûr. C'est assez mouvant, puisque l'activité est structurée de telle façon que, en fonction de nos gains de clients, puisqu'on est régulièrement remis en compétition, on va augmenter les effectifs ou au contraire rester un peu plus stable ou ne pas renouveler des départs en fonction en fait du volume d'activité, puisque donc en tant qu'agence de publicité, on a régulièrement ce qu'on appelle des appels d'offres pour gagner de nouveaux clients. Et à l'inverse, à la fin de nos contrats qui sont souvent pluriannuels, on est remis en compétition face à d'autres agences de communication par nos clients en fait. Donc finalement, on a un volume qui est assez variable. Là, on est vraiment dans une pente assez haute. Okay. On a gagné récemment beaucoup de clients et donc il y a eu vraiment un regain d'activité très fort post-Covid. Et on a également... des jeux parfois d'associations, de fusion avec d'autres entités, d'autres agences de communication. En l'occurrence, récemment, on a acquis justement une autre agence du groupe et donc on a augmenté nos effectifs. Donc c'est assez fluctuant finalement. D'accord. Et comment vous gérez le fait que ce soit si fluctuant d'un point de vue droit du travail ? C'est quoi ? C'est des CDD ? En fait, vous faites beaucoup appel à des freelances ou... Alors, côté juridique, pas du tout.
Mais côté, en effet, commercial Ouais. et surtout créatif, on est effectivement dans un secteur où il y a une partie de la masse salariale qui, en réalité, est constituée de freelance, de CDD et autres, tout à fait. Et pour le coup, c'est vrai que je ne travaille pas, si tu veux, avec les RH sur cet aspect-là, mais je le vois bien. On se fait souvent la réflexion avec les autres collaborateurs de l'équipe juridique, mais je ne connais pas ces visages. Il y a vraiment souvent Qui sont ces gens des nouveaux arrivants, et c'est aussi, là aussi, lié au secteur. La publicité, c'est un secteur très dynamique, assez jeune finalement dans l'âge moyen des personnes qui composent la masse salariale, et où il y a beaucoup de turnover, parce qu'en réalité, l'idée, c'est un peu les chaises musicales, de passer d'une agence à l'autre ou d'un secteur créatif à l'autre. Donc sur des fonctions comme les fonctions créatives, on voit vraiment qu'il y a des va-et-vient, des personnes qui peuvent rester un temps à l'agence, passer dans une autre agence, revenir éventuellement, et ça nous arrive, ça aussi, d'avoir des retours d'anciennes recrues. Mais en l'occurrence, au sein de la direction juridique, c'est plus stable finalement. Il y a moins ce mercato. J'imagine. Il y a un peu un mercato en fait. La pub, c'est un peu comme le monde Avec sportif. les mêmes salaires? Alors ça, je ne sais pas. Je ne suis pas dans ces considérations-là, mais voilà, c'est assez fluctuant. Donc c'est vrai que c'est un mot qu'on peut vraiment associer au secteur publicitaire, puisque les clients vont et viennent, les collaborateurs vont et viennent. Les créations aussi varient, fluctuent en fonction des tendances, puisque c'est notre métier. Donc c'est vrai qu'on est sur un secteur très changeant, très dynamique. Et si on essayait de faire une transition avec les enjeux juridiques, eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est très fluctuant et qu'on est vraiment amené à se pencher sur beaucoup de sujets. J'allais justement dire que dans ce secteur changeant, etc., il y avait la direction juridique qui, elle, restait assez stable. Exactement. Pour le maintenir phare le au milieu bateau. de l'océan. Exactement. Oh ouais, tout à fait. Et alors, Tout à comment fait. ça se passe justement du côté juridique? Comment vous êtes organisé? Écoute, je peux peut-être reprendre par rapport à mon parcours aussi, puisque c'est assez lié. Moi, finalement, j'avais commencé, alors j'ai fait mes études relativement classiques, à SAS, en propriété intellectuelle en l'occurrence. Je pense que comme tout le monde, là ça a changé récemment, mais à l'époque, on ne se spécialisait qu'en Master 2. Moi, je me souviens très bien d'avoir assisté... À mon époque aussi. Voilà, on est, je pense, de la même génération, Agathe, c'est-à-dire des personnes jeunes, dynamiques, dans la fleur de l'âge. Mais à l'époque, en effet, donc la sélection se faisait au moment du Master 2, et j'avais assisté à une conférence à Sciences Po qui s'appelait « Pas de créateur sans droit d'auteur ». Et ça m'avait beaucoup interpellée, puisque avec une fibre créative assez développée à titre personnel, ça m'a toujours intéressé, la culture, l'art au sens large. Et allier, si tu veux, cet aspect créatif et le droit, c'était un peu le challenge. Et comme beaucoup de juristes en propriété intellectuelle, je pense qu'on a tous un peu cette part-là, cette appétence pour la créativité. Et donc, on se redirige souvent vers la propriété intellectuelle au sens large, et plus particulièrement, dans mon cas, la propriété littéraire artistique et les nouvelles technologies. Okay. Donc ça, j'ai pu le faire et à Assas, et ensuite avec c'était Sirinelli et Ben Samoun à Sceaux, en l'occurrence. Ça fera peut-être écho à certains de nos auditeurs. Donc, cette formation-là, ensuite, m'a permis d'intégrer assez rapidement des secteurs justement liés à tout ça. Donc j'ai commencé dans l'audiovisuel et les médias chez Groupe AB, qui aujourd'hui s'est restructuré sous le nom de Media One. Okay, donc Media One, donc c'est vraiment un groupe pan-européen de communication, non, justement de médias et d'audiovisuel, avec Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton, la team gagnante. Donc ça, j'y ai été pendant quelques années. Et ensuite, j'ai pu aller dans la culture au sein de la RMN Grand Palais. Oh. Donc ça, c'était très intéressant aussi, complètement différent. J'avais postulé là-bas plusieurs fois. C'est très sympa. Sans succès. C'est une belle maison. C'est une très belle maison avec des enjeux complètement différents, et c'était assez intéressant de passer d'un secteur on ne peut plus privé et business à un secteur qui en réalité est un EPIC, donc un établissement public industriel et commercial. Donc on rentre dans des choses très différentes en termes de mode de fonctionnement, de mode de financement, de mode organisationnel, notamment au niveau de la direction juridique. Mais c'était assez sympa aussi de découvrir cet aspect un peu plus institutionnel. Et ensuite, j'ai fait un petit passage également par le luxe chez Céline au sein du groupe LVMH. Donc là aussi, des problématiques complètement différentes, pour ensuite arriver chez TBWA, donc agence de communication. Donc ça fait, si tu veux, un parcours avec des problématiques qui se recoupent. C'est là qu'on se rend compte qu'en tant que juriste, et c'est valable pour les juristes en entreprise et pour les avocats, on a des compétences assez transposables d'un secteur à l'autre. Donc il y a vraiment un fil rouge quand même dans les problématiques qu'on peut y trouver. Dans le luxe, c'était plutôt en côté droit des marques et tout? Exactement. Ouais. C'était beaucoup plus un peu lié. la seule de tes expériences où tu as plus cette la lutte, c'était la
notion de lutte anti-contrefaçon, qu'effectivement je n'ai trouvé qu'au sein de cette entreprise. En revanche, le fil rouge, et ce qu'on retrouvait aussi dans les autres postes, c'est aussi tout ce qui est gestion des droits à l'image, gestion aussi de l'événementiel, des aspects digitaux également. Donc ça, si tu veux, c'est des choses que j'ai pu retrouver dans chacun de mes postes. Mais c'est vrai que voilà, on retrouve des problématiques assez similaires. Et pour autant, j'ai trouvé ça assez sympa de voir différents secteurs. Puisque en tant que juriste, on reste quand même des experts. Finalement, c'est ça, c'est quand même des métiers d'analyse et d'expertise. Mais le fait de se frotter à des business différents, ça permet aussi de prendre de la hauteur par rapport à cette expertise et par rapport à ses compétences techniques. On est obligé aussi de rajouter une corde à son arc qui est celle de l'intelligence business et de l'intelligence émotionnelle aussi. J'irais jusqu'à prononcer ce mot, puisque nos interlocuteurs ne sont pas du tout les mêmes. Et je trouve que, moi, en tant que juriste, j'ai toujours exercé donc en entreprise. J'avais fait des stages en cabinet, mais je vois là aussi que finalement, ce que moi j'ai pu en tirer, c'est donc une nécessité de s'adapter à ses interlocuteurs et au business, alors qu'au fond, on a cette même base juridique en termes de formation. On ne refait pas un master spécialisé à chaque fois qu'on change d'entreprise. Et je trouve que c'est quelque chose, moi en tout cas, en tant que juriste, que j'attends aussi de mes avocats. C'est d'avoir cette intelligence de découvrir éventuellement un nouveau secteur lorsqu'il est saisi d'un dossier, même si souvent ils sont quand même assez spécialisés, mais si un avocat est un petit peu plus généraliste, qu'il puisse vraiment prendre à bras le corps toutes les données en sa possession pour essayer de comprendre le business qui le saisit d'un nouveau dossier. Et je pense que la dynamique est un petit peu similaire finalement. Un juriste qui change d'entreprise ou un avocat qui va sur un autre champ d'expertise parce que son client est dans un secteur qu'il ne maîtrisait pas auparavant, il va devoir faire preuve aussi de cette curiosité intellectuelle. Et quand je parle d'intelligence émotionnelle, c'est aussi de sentir son interlocuteur et de se dire, bon, voilà la façon dont on m'a posé la question, dont on m'a saisi du dossier. Ça donne quand même en général beaucoup d'indices sur les attentes de la personne en question, donc du client, sur la forme de la réponse, la rapidité éventuellement, que ce soit plus ou moins approfondi, plus ou moins concis. Donc c'est assez intéressant, je trouve, cette dynamique-là. Oui, carrément, et puis se mettre dans la peau de son interlocuteur et réfléchir aux enjeux de son interlocuteur et pas seulement aux enjeux juridiques stricto sensu, quoi. Tout à fait. Mais c'est intéressant ce que tu me dis parce que j'ai pas mal d'avocats quand je leur parle de secteur d'activité, en leur demandant finalement eux quel secteur ils visent, j'ai souvent cette réponse de mais peu importe le secteur, le droit c'est le même. Et justement, j'essaie de leur expliquer que même si en effet le texte de loi, la réglementation, etc. reste la même, connaître les enjeux business, les enjeux opérationnels, etc. Fait que on peut ne pas traiter le dossier de la même manière, quoi. Complètement. Et ça, j'en ai des exemples extrêmement vivaces dans mon esprit, puisque la façon dont moi je pouvais gérer les relations avec nos avocats lorsque j'étais dans l'audiovisuel, par exemple, n'était pas du tout la même qu'au sein du Grand Palais, et encore moins qu'au sein de TBWA. Je m'explique, donnons un exemple. La publicité, c'est un secteur qui s'autorégule principalement. Donc en réalité, il y a évidemment des réglementations, des grandes lignes à respecter comme toute entreprise, mais on est également dans l'autorégulation, notamment en travaillant en étroite collaboration avec une institution qui s'appelle l'ARPP, qui est une autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui a eu ses pouvoirs sous un autre nom, je crois que c'était BVP à l'époque, dans les années 90. Et donc toute la profession donc de la communication et de la publicité s'est mise d'accord pour respecter un certain nombre de règles dites déontologiques qui sont contrôlées, vérifiées par cette ARPP. L'ARPP, donc, on pourrait l'associer un petit peu, tu vois, c'est un peu le même mode de fonctionnement que le CSA, par exemple. Ce sont des autorités de contrôle qui agissent en amont en émettant des recommandations qui sont régulièrement mises à jour sur des thématiques très spécifiques liées à la communication, qui ensuite font un contrôle également en amont, notamment pour les publicités télévisées. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire valider nos campagnes publicitaires par la RPP, parce que sans avis positif de leur part, les régies refusent de diffuser, tout simplement. Donc effectivement, on est obligé de passer par cette institution. Et pour les autres supports d'exploitation, digital, print, affichage, etc., c'est aussi chaudement recommandé de passer par eux. Okay. Pourquoi ? Parce qu'également en aval, cette autorité opère aussi une autorité donc de contrôle, une mission de contrôle, puisque en son sein, elle accueille le jury de déontologie publicitaire, le JDP, et qu'il se trouve que des consommateurs, des particuliers, des concurrents, des associations peuvent porter plainte
face à une publicité s'ils estiment que cette publicité n'est pas conforme aux règles déontologiques. Ok, donc cette autorité a le pouvoir d'interdire la diffusion d'une pub après coup. En fait, c'est vrai pour ça qu'il vaut mieux demander avant. Exactement. En fait, on n'est pas dans une autorité judiciaire classique, évidemment. C'est-à-dire que le JDP, il est composé de professionnels. Il se trouve qu'il y a des personnes, des juristes en son sein, mais ce ne sont pas des juges judiciaires qui n'ont pas la même autorité, évidemment, qu'un tribunal. Mais ils émettent des avis qui sont publiés sur le site et qui peuvent être relayés par la presse notamment. Donc les entreprises, les annonceurs ne sont pas friandes des bad buzz qui peuvent en découler, évidemment. Et en effet, le JDP peut enjoindre l'annonceur à modifier sa campagne pour la rendre conforme aux règles ou éventuellement lui demander de la retirer. Donc c'est pas une force judiciaire, mais comme on est dans une profession, encore une fois, qui s'autorégule, évidemment, l'annonceur s'y plie et respecte ces règles-là. Et donc typiquement, dans cette logique-là, puisque donc on a affaire à la RPP, nos avocats, s'ils ne connaissent pas ce mode de fonctionnement-là, s'ils ne sont pas au courant, alors que c'est effectivement assez spécifique, leurs réponses vont forcément être un petit peu en dichotomie finalement, ne vont pas être en cohérence avec tous les enjeux inhérents au secteur. Donc c'est là que c'est important à mon sens pour un avocat de vraiment se pencher sur les spécificités d'un secteur et d'une activité pour comprendre. De même que lorsque moi je fais appel à mes avocats donc sur des problématiques principalement propriété intellectuelle et déontologie, c'est vrai que la réponse qu'il va m'adresser, si c'est une demande qui vient par exemple d'un DG, d'un opérationnel qui donc est complètement dans le business, qui est complètement orienté créativité, business, client, il va pas forcément comprendre si je lui sors une note qui fait 10 pages, extrêmement détaillée, qui au plan juridique, ça hyper intéressante. Moi, je vais la garder dans mes dossiers précieusement et ça m'aidera et je vais apprendre plein de choses. Mais l'opérationnel, la personne qui a fait la demande, clairement, il va pas la lire, il va pas comprendre la réponse et il va me dire qu'est-ce qu'on fait ? Et donc derrière, moi mon métier évidemment en tant que responsable juridique, ce sera de relire cet avis, ce sera de le rendre intelligible pour mon opérationnel, mais ça demande du temps, ça demande vraiment une discipline si tu veux et vraiment une énergie et un temps qu'on n'a pas forcément à l'instant T. Et ce qui est très appréciable, c'est d'être face à un avocat qui s'est penché sur la question du secteur, qui l'a vraiment étudié, qui a fait preuve de cette fameuse intelligence émotionnelle en se disant voilà de qui vient la demande, qui me demande des détails en fait sur le contexte de la demande et qui adapte sa réponse et son langage et la longueur éventuellement de son analyse pour que l'interlocuteur puisse tout de suite avoir la réponse. Donc c'est vrai que très souvent par exemple, ce que ne font pas souvent les avocats et c'est un peu dommage, c'est par exemple de mettre un encart au début de leur analyse avec la réponse concrète. Et ensuite, peut-être de dérouler les choses plus précisément, parce que c'est ce pourquoi on le paye aussi, évidemment. C'est pour creuser la question. C'est tout à fait normal. Et moi, encore une fois, ça m'intéresse beaucoup en tant que juriste. Mais l'idée, quand même, c'est de pouvoir apporter une réponse avec une question très spécifique. Et la spécificité du milieu publicitaire, c'est aussi la rapidité. Les délais sont très, très courts. On a donc besoin d'avoir une réponse concise, efficace et dans un délai vraiment très très restreint. Donc l'idée c'est vraiment cet encart-là en début d'analyse, je le vois assez peu souvent et pour autant il est vraiment très utile. Ça permet d'avoir quelque chose d'exploitable directement. Niveau de lecture possible, quoi. Exactement. Okay. Tout à fait. Et justement les opérationnels, ils sont parfois en lien direct, enfin en communication directe avec les avocats ou toi t'es toujours au milieu pour faire un peu tampon ? Alors sur ces sujets-là de propriété intellectuelle, j'essaye vraiment d'être l'interlocutrice. Je dis j'essaye parce que donc moi ça fait 4 ans et demi maintenant que je suis au sein de TBWA. Je sais qu'avant mon arrivée, il pouvait arriver que les opérationnels, alors souvent tu vois au niveau de la direction générale, aient été en contact direct avec les avocats puisque bien souvent c'était eux qui connaissaient les avocats en question et qui leur donnaient des dossiers de chez TBWA. Donc ça a pu arriver à l'époque qu'ils les gèrent directement. L'idée cependant, quand je suis arrivée dans l'entreprise, il y avait le directeur juridique. J'étais la seule juriste avec lui. Okay. Et en parallèle, il y avait ce qu'on appelle des business affairs. On pourra en parler un peu plus tard si tu le souhaites, mais c'est vraiment une typologie de métier assez spécifique à la pub et à l'audiovisuel. Okay. Mais donc, j'étais la seule juriste. Et l'idée a été vraiment d'internaliser au maximum les dossiers et de faire en sorte que ça passe toujours par nous, pour qu'on puisse vraiment faire un filtre, qu'on puisse centraliser tout ce qui touche au juridique, alors qu'auparavant, en effet, c'était un petit peu plus sporadique. À l'époque, avant mon arrivée, et même avant l'arrivée du directeur juridique, c'était en réalité uniquement des cabinets d'avocats. Donc c'était les CEO qui bossaient directement avec des cabinets d'avocats. Et au fur et à mesure, la fonction a été internalisée pour qu'aujourd'hui, on soit une dizaine
alors qu'il y a encore 4 ans, on était le directeur juridique, moi, et une équipe business affairs à côté. Donc ça a vraiment grossi et on a vraiment essayé d'internaliser et de centraliser au maximum les demandes. Donc aujourd'hui, ça passe forcément par nous, par la direction juridique. Ok, parce que est-ce que dans ce souci pour l'avocat de connaître davantage les enjeux business, etc., ce serait pas intéressant de temps en temps, alors sans du tout bypasser la direction juridique, mais qu'il y ait à la fois un juriste et à la fois un opérationnel lors d'une réunion pour un peu... Alors ça peut être le cas dans le cadre des contentieux. Ça, c'est vrai que c'est un grand classique puisque très souvent, les informations dont on a besoin, nous, en tant qu'équipe juridique, pour essayer de décortiquer un peu tout ça et de répondre, par exemple, à une mise en demeure, on aura évidemment besoin des opérationnels qui ont été, en général, récipiendaires de la mise en demeure pour qu'ils nous expliquent les enjeux, ce qui s'est passé, quels ont été vraiment les tenants et aboutissants du dossier au plan opérationnel. Et dans ces cas-là, on fait des réunions, évidemment, avec les opérationnels et notre avocat. Sur la partie conseil, en revanche, c'est vrai que là aussi, on fait quand même pas mal le filtre parce que nous, si tu veux, ça fait partie des compétences qui nous sont demandées, de comprendre les attentes des opérationnels et de les traduire en langage juridique auprès de notre avocat. Et vice-versa, quand notre avocat nous fait une première analyse orale, par exemple, où on discute ensemble avant qu'il émette son analyse écrite, notre rôle à nous, c'est de rendre la chose la plus intelligible possible, soit en briefant l'avocat pour qu'il adapte son langage, soit, comme je te le disais, en interprétant l'analyse qui nous a été délivrée avant de l'envoyer aux opérationnels. Donc c'est vrai que sur la partie conseil, on fait relativement peu souvent des réunions où on mélange opérationnel et avocat, mais c'est vraiment plus dans une logique aussi d'efficacité, d'optimiser un petit peu la durée des échanges, parce qu'on se rend quand même vraiment compte que la plupart du temps, le langage entre avocat et opérationnel est très différent. Oui. Et dans la pub, c'est vraiment très prégnant, parce qu'encore une fois, comme on est dans une profession qui s'autorégule et comme on est dans une profession où les créatifs sont un peu finalement les stars, les figures de proue des entités, et les créatifs sont des personnes qui sont relativement peu familières avec la science juridique et on ne peut pas leur en vouloir, chacun son métier, mais du coup c'est vrai que ce serait un peu étrange de mélanger les genres et ça pourrait potentiellement représenter un peu pas une perte de temps, parce que c'est jamais une perte de temps, mais ça nécessiterait beaucoup de pédagogie, beaucoup de temps quand même, et on l'a pas forcément, parce que vraiment les enjeux, les délais sont très très courts. Donc c'est vrai que nous, on a vraiment ce rôle, et c'est ça qui est très intéressant aussi dans le métier, dans ce genre de secteur, c'est que le juriste doit avoir cette double appétence pour son cœur de métier évidemment, mais également pour l'aspect créatif et opérationnel inhérent à son secteur. Et nous, vraiment, on est un peu la personne qui faisons le lien entre ces deux mondes-là. Donc c'est plutôt comme ça que ça se passe en général. Très bien. Et alors tu me disais aujourd'hui vous êtes 10 dans l'équipe juridique, tout à fait. Donc comment ça fonctionne, quel est le rôle de chacun? Alors on a donc le directeur juridique qui est familier de l'entreprise puisqu'il y est depuis un certain nombre d'années, qui gère évidemment globalement tous les sujets et plus spécifiquement du corporate, des baux commerciaux, qui fait évidemment les AG, qui fait vraiment toutes ces parties-là, et qui ensuite s'est enjoint les services de spécialistes, donc avec une DPO qui est arrivée effectivement un peu après moi, mais donc il y a déjà quelques années. Une responsable, donc propriété intellectuelle, c'est-à-dire votre serviteur. On a également, via des jeux justement de fusion, d'absorption, etc., 2 autres juristes avec une responsable juridique et son juriste senior qui traite aussi donc de problématiques un peu généralistes et de propriété intellectuelle également. Ok. Et on a ensuite une grosse équipe business affairs. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, ce sont des profils de personnes qui ont donc une formation juridique, qui sont juristes, comme toi et moi, et qui ensuite, en fait, ont aussi une fonction de négociation. Donc, ce sont des personnes, en l'occurrence dans le secteur de la publicité, qui vont négocier les droits mannequins, donc les droits images pour la partie image. Donc, on a 2 juristes business affairs qui gèrent la partie image, qui vont négocier avec les agents de mannequins pour dealer les montants sur les personnes qui vont apparaître au sein de nos publicités. Et donc, ils ont cette double casquette de rédiger les contrats afférents, mais également de négocier les montants. Donc, il y a vraiment une dimension commerciale dans leur métier. Et on a le pendant pour la partie musique, puisque au sein donc des publicités, on a souvent une musique, soit une musique existante dans le commerce, soit une musique qui aura été créée pour l'occasion. Et donc, pour gérer tous ces droits de synchro, ces négociations avec les labels, on a également 2 personnes dédiées qui gèrent et la partie contractuelle et la partie négociation.
Et ensuite, si ces personnes-là ont des problématiques contentieuses ou de contrats très complexes, etc., ça retombe dans le giron de l'équipe purement juridique. Et donc, toute cette joyeuse troupe donne une dizaine de personnes. Et là, on vient de recruter aussi quelqu'un pour nous aider justement sur les questions propriété intellectuelle. Et on a aussi, en général, un stagiaire en plus. Donc moi, je peux vraiment travailler avec 2 personnes qui m'épaulent sur mes sujets. Et c'est très précieux, en l'occurrence. Très bien. Et donc, grosse équipe, entre guillemets, en tout cas, équipe qui a bien grandi en quelques années. Ouais. Et en plus de cette équipe, du coup, tu fais appel à des avocats Exactement. En fonction des dossiers. Enfin, dans quel type de situation tu fais appel à des avocats ? Alors, il y a, je dirais, 2 situations, on va même dire 3 situations principales. La première, c'est quand on est dans du urgent de chez urgent et que l'opérationnel vient me dire on a un appel d'offres, on doit valider un certain nombre d'accroches, par exemple, ou de slogans pour demain matin 9h. Là, ça va être un peu compliqué à internaliser. Si on ne peut pas internaliser, on fait appel à notre avocat spécialisé en propriété intellectuelle, justement, qui a des équipes dédiées et qui peut nous pondre une analyse en moins de 24 heures. Et là, c'est super. Ah oui, tu as des avocats que tu peux appeler du jour au lendemain. Et ça, c'est vraiment, ça se passe très très bien et c'est très très appréciable et j'adore bosser avec eux. Donc vraiment, il y a une réactivité et ils ont l'habitude et on négocie en général des forfaits pour cette typologie en fait de demande parce que c'est un exercice assez qui est assez balisé, on sait exactement ce qu'il faut faire. Tu vois, c'est des recherches de marques, recherches de noms de société, de noms de domaine, un petit balayage Google, on utilise un certain nombre d'outils. C'est relativement chronophage, mais pour autant assez automatique et mécanique finalement. Donc eux, ils ont les ressources pour le faire très rapidement et ça nous permet nous de nous décharger et de répondre aux attentes des opérationnels qui sont dans le rush et l'urgence. Évidemment, c'est le cas de figure que j'aime le moins parce que c'est des choses qu'on peut objectivement internaliser et c'est vraiment une question de timing et de temps. Donc on essaye évidemment de sensibiliser au maximum les opérationnels pour qu'ils viennent nous voir le plus en amont possible et qu'on puisse internaliser ce qu'on peut internaliser. Ouais. C'est vraiment plus intéressant pour tout le monde et financièrement parce que évidemment la rapidité se paye, la réactivité se paye et puis parce qu'au sein des équipes, dès qu'on peut traiter un dossier, on préfère le faire nous-mêmes. Le deuxième cas de figure qui est je pense le plus global et qui arrive très très souvent au sein des directions juridiques, c'est lorsqu'on a un sujet très très pointu, très spécifique, où on a vraiment besoin d'une analyse extrêmement poussée d'un expert en la matière qui puisse nous aider un petit peu à adapter au business les contraintes juridiques du moment. Donc ça, on le fait relativement régulièrement. Ça peut même être d'ailleurs pour leur demander des petites formations sur un sujet très spécifique. Okay. C'est un peu lié. C'est vraiment un cœur d'expertise, un champ d'expertise sur lequel on n'a pas eu le temps ou on n'a pas les ressources de se pencher nous en interne et on a besoin d'un avis externe d'avocat très très détaillé. Donc parfois, il y a des avocats qui viennent vous donner des formations. C'est arrivé, oui, tout à fait. On avait déjà fait ces demandes-là. Alors malheureusement, c'est jamais assez souvent à notre goût parce que nous, en tant que juristes, on aime pouvoir se faire former par des experts sur un champ d'expertise très particulier à un instant T. Après, là aussi, c'est une question de ressources, de budget. Et au niveau de la direction, on nous demande plus de nous auto-former et d'être dans de la veille juridique. Et on ne peut pas non plus demander en permanence des formations. Mais ça fait partie des choses qui se font, oui, tout à fait. Et ces avocats, ce cas de figure-là, tu fais appel au même cabinet que pour le premier cas de figure? Pas toujours. D'accord. Pas toujours. Alors, on a un cabinet d'avocats, moi, avec lequel je travaille vraiment très régulièrement et où je sais que je peux tout à fait lui demander une formation sur un sujet spécifique. Mais tu vois, par exemple... Bon, en ce moment, on parle beaucoup de NFT, de métavers, par exemple. Moi, je ne me priverais pas de faire ma petite enquête et de regarder sur LinkedIn, par exemple. Moi, je suis assez friande de LinkedIn et de voir les publications des avocats. Il y en a qui sont vraiment très actifs et qui publient très régulièrement une petite actualité sur divers sujets et notamment ce sujet des NFT par exemple. Bon, ça m'est déjà arrivé aussi d'en parler à mon directeur juridique et en réunion d'équipe et on a pu brainstormer en se disant tiens, si jamais on doit approfondir ce sujet un jour, ce serait intéressant peut-être de faire appel à tel ou tel avocat dont on a entendu qu'il était assez présent sur la place, assez actif sur le sujet. Et cette activité-là, on la voit sur LinkedIn, on la voit à travers aussi les newsletters qu'on peut recevoir parce qu'on s'inscrit aussi à pas mal de newsletters d'avocats avec lesquels on a travaillé ou on travaille ou on aimerait travailler. Et ces newsletters aussi nous permettent de mettre à jour régulièrement nos connaissances au sein de l'équipe juridique. Et si on voit qu'un jour, on doit vraiment approfondir le sujet, on puisera vraiment dans ce vivier-là d'avocats pour se faire former. Donc ce ne sera pas forcément celui avec lequel on a l'habitude de travailler habituellement.
En revanche, ce sera quand même souvent des gens dont on aura entendu parler parce que ils sont assez connus sur cette thématique-là ou parce qu'on a suivi, nous, l'actualité sur LinkedIn, par exemple, de ce cabinet ou de cet avocat. Et donc, tu me dis que ce sera des avocats dont vous avez entendu parler. Donc, tu me mentionnes LinkedIn, tu mentionnes les newsletters. Déjà, est-ce que ces avocats-là sur LinkedIn, c'est toi qui es allé les ajouter ou c'est l'inverse ? Alors, il y a les deux cas. Comme beaucoup de responsables juridiques, je pense, je reçois des sollicitations sur LinkedIn assez régulièrement. C'est vrai que ces sollicitations sont très souvent pas hyper ciblées et pas très personnalisées. Donc c'est vrai que la démarche en soi, moi, ne me pose aucun problème. Au contraire, c'est toujours intéressant. Mais la forme est très importante. Et malheureusement, parfois, tu sens qu'on est plus sur... on est proche du phishing, tu vois. Enfin, on est sur... ils lancent leur filet, ils ratissent très très large et puis ils tirent et je sais pas s'ils ramènent des poissons parce que moi, en l'occurrence, je reste pas dans le filet. Je trouve ça dommage qu'ils cherchent pas un petit peu à connaître justement le fameux business et à peut-être adapter un peu leurs demandes. Ouais. Je sais que les fois où ça a pu m'intriguer et porter ses fruits. Quand je dis porter ses fruits, c'est prise de contact et éventuellement confier un dossier. C'est vraiment quand l'avocat qui me sollicite va pouvoir me dire, par exemple, j'ai vu que vous étiez sur tel sujet au sein de votre entreprise, j'ai vu l'actualité des Cannes Lyon, que vous avez gagné un certain nombre de prix et que ça devait impliquer certains enjeux juridiques. Dans notre cabinet, il se trouve qu'on traite de ce genre de sujet. Je vous invite par exemple à voir notre dernière newsletter. Il m'envoie le lien. Et donc, il m'apporte déjà quelque chose. Il n'est pas seulement dans une posture de me demander du boulot. Il est dans une logique, finalement, d'échange de bons procédés et de me dire, voilà, voyez comme nous, on peut être experts sur ce sujet-là. Et si ça vous intéresse, discutons-en parce que ça peut être intéressant pour tout le monde, évidemment. Nous, parce qu'on peut avoir un champ de connaissances qui s'élargit grâce à eux et leur confier éventuellement des dossiers. Et eux, parce que justement, ils gagneront un éventuel client. Donc, il y a vraiment cette logique, je trouve, de personnaliser un petit peu. Oui, il commence en te démontrant déjà qu'il s'est intéressé à la boîte, qu'il a fait ses petites recherches et qu'il ne te contacte pas au hasard. Quoi. Exactement, c'est la même logique que quand on postule à un boulot. C'est montrer qu'on connaît l'entreprise, qu'on s'est un petit peu penché sur la question et qu'on peut vraiment matcher parce qu'on a un intérêt évidemment et qu'on a des compétences qui sont transposables à ce secteur-là. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant. Après moi, de façon beaucoup plus proactive, je suis aussi moi-même certains avocats dont j'ai entendu parler ou ça va être d'autres juristes, des amis ou des connaissances ou du réseau qui vont partager un article d'avocat sur une décision récente ou sur une analyse d'une situation actuelle et je vais me dire ah tiens ça c'est hyper intéressant et donc je vais suivre l'avocat en question sur LinkedIn. Okay. Et derrière régulièrement si ça m'intéresse liker ses publications et donc régulièrement en fait tomber sur ses publications grâce à l'algorithme LinkedIn. Donc il y a un certain nombre d'avocats comme ça que je suis et typiquement que je serais ravie de faire appel à eux si jamais on décidait de se former en interne sur certaines problématiques. Et tu as d'autres critères qui te rassurent, je dirais, sur les compétences de l'avocat, etc. Donc, la présence sur LinkedIn avec des posts régulièrement intéressants. Ok. Est-ce que tu regardes d'autres choses ? Est-ce que tu regardes, je sais pas moi, des publications plus scientifiques, des interventions dans telle ou telle conférence ? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu te dis cet avocat, on en entend beaucoup parler. Oui, tout à fait. Alors, ça passe effectivement donc, par LinkedIn et souvent, les gens qui communiquent beaucoup sur LinkedIn sont des gens qui donnent des cours en école, en université, qui participent justement à des conférences assez spécialisées. Et ça, c'est vrai que ça va pas mal me parler et me rassurer. Il y a également, évidemment, tu sais, c'est les prix qui peuvent être décernés à des cabinets d'avocats, Légal 500, les directeurs juridiques, toutes les agoras qui décernent des prix au cabinet, ça c'est assez rassurant aussi parce que c'est des prix qui sont remis par leurs pairs qui ont éprouvé leurs compétences sur un sujet particulier, donc c'est plutôt rassurant. Après, il y a aussi le réseau parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi de demander à mes amis juristes dans d'autres sociétés, est-ce que tu as déjà travaillé avec ce cabinet ou cet avocat ? Et leur retour d'expérience m'influencera forcément. Et là aussi, c'est exactement le même mécanisme qu'en processus de recrutement classique, de demander des recommandations. C'est exactement la même chose, des prises de référence. La prise de référence, c'est assez important. Et comme le milieu est assez petit, moi, des juristes, j'en connais énormément et évidemment, on parle entre nous. C'est évident. Donc, on a quand même ces discussions-là qui marchent beaucoup. Et après, évidemment, une fois que la prise de contact est faite, c'est de l'humain.
il n'y a pas que la compétence, on le sait. Donc, on est vraiment sur le relationnel. On est sur une relation qui est vraiment une tuto personae, hein, pour parler en juriste. Et parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Ouais. Donc, c'est vrai que ça, c'est une composante qui est extrêmement importante parce que nous, en tant que juristes, quand on délègue ou quand on fait appel à des avocats dans le cadre de nos dossiers, on est aussi dans une relation presque de... Je dirais pas de collègue à collègue, on n'est pas dans ce même niveau-là. Mais c'est vrai qu'un avocat qui réussira justement à la fois à maintenir la distance et le professionnalisme qu'on attend de lui, mais également à créer un lien qui fait qu'on se sent complètement en confiance avec lui, que par exemple, on se sentirait capable on le verrait bien fitter dans l'entreprise. Ça, c'est très révélateur. Quand on imagine qu'on pourrait tout à fait, je ne sais pas, en cas d'absence prolongée, demander à notre avocat de nous remplacer pendant X mois, ça n'arrive jamais, hein, c'est pas du tout le schéma dans l'entreprise, mais si ça pouvait arriver, si on sent que l'avocat serait comme un poisson dans l'eau, c'est très bon signe. Parce que ça veut dire qu'il a compris les codes, le business, les enjeux, la façon dont fonctionne l'entreprise et les opérationnels, et qu'il sera vraiment à même de répondre à nos sujets avec notamment le fond, évidemment, qui est attendu de sa part, mais aussi la forme, et qui va rendre accessible vraiment sa science et son interprétation. Donc vraiment, la dimension personnelle est très très importante, et on sent aussi que certains avocats sont plus à même déjà de se mettre à la place des juristes avec lesquels ils travaillent, mais également de comprendre vraiment le fameux business. Ouais, on est encore sur cette histoire de capacité d'adaptation vraiment. à son auditoire, entre guillemets. Complètement. Mais, ouais. Et là où je te rejoins, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que si on a eu l'occasion justement de faire des points avec des dirigeants au sein de l'entreprise et notre avocat dans un contentieux par exemple, et que cet avocat a bien vu à qui il avait affaire, ça l'aide aussi très certainement à s'adapter. Ouais, ça, c'est évident. Donc ça fait partie aussi d'une gymnastique qui est importante. Je pense que t'es avocat, c'est vraiment d'essayer de s'imprégner du secteur auquel il a affaire. Ok. Et tu me disais, donc si on doit faire appel à un avocat sur un point assez technique, on peut regarder les avocats qu'on suit sur LinkedIn, etc. Lorsque vous faites appel à un nouvel avocat, il n'y a pas de mise en concurrence. Enfin voilà, vous pouvez vous dire, lui il a l'air bien, j'y vais, ou il y a des process un peu plus formels en interne. Alors pour le coup, moi depuis que je suis à l'agence, j'ai toujours bossé. Ah, quoique non, je te dis une bêtise, j'ai bossé à un moment avec un premier cabinet, en effet, qui ensuite a été mis en concurrence. Donc en fait, l'idée, ça fonctionne un peu comme un appel d'offres quand même. Okay. C'est-à-dire qu'on va vraiment solliciter plusieurs cabinets et les mettre un peu en concurrence pour le choisir ensuite, en effet. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas eu à gérer ce process-là, puisque très rapidement, très peu de temps après mon arrivée, on a vraiment fait rentrer un autre cabinet d'avocats avec lequel je travaille depuis. Donc c'est plus mon directeur juridique qui traite de ces sujets-là, notamment sur les sujets que lui gère, donc tout ce qui est corporate, etc. Et il me semble bien, en effet, qu'à chaque fois, il y a cette histoire de mise en concurrence. Après, là aussi, on va pas se mentir, tout est une question de réseau. Et j'entends très souvent, en effet... au sein de la direction juridique, on connaît tel ou tel avocat, on a déjà travaillé avec lui, ou lorsque ce sont des anciens avocats, ils ont travaillé avec l'avocat en question, et du coup, on fait rentrer le cabinet par ce biais-là aussi. Mais pour le principe, néanmoins, on est quand même dans une logique où on essaye de mettre un peu en compétition finalement plusieurs cabinets et d'en choisir un en fonction d'une expertise, d'un ressenti aussi. En effet, oui, tout à fait. Ok, et tu me parles de réseau. Donc, tu as ton réseau pro, évidemment, composé de juristes, etc. Est-ce que tu es dans d'autres réseaux, dans des réseaux un peu plus formels, on va dire Ouais, tout à fait. Des réseaux pro, que ce soit purement juridique ou interprofessionnel, peu importe. Alors déjà, nous, on est membre donc, du fameux ARPP, donc de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Et par ce biais-là, on est amené à participer à des événements. Il y a des AG tous les ans. Là, il y en a une très récemment au niveau de la Tour Eiffel, où du coup, l'ARPP nous parle un peu des chiffres, combien de conseils ils ont dû délivrer, quelles sont les actualités du secteur, et où donc on est amené à rencontrer d'autres annonceurs, que ce soit des agences de publicité ou des annonceurs direct, donc Unilever ou d'autres marques. Donc là, c'est vrai que c'est typiquement un réseau professionnel qui nous permet de pouvoir networker un petit peu avec nos pairs. Il y a la FJE aussi également, dont je suis membre, et qui permet aussi d'avoir accès à un certain nombre de formations, de conférences. Voilà, ça c'est assez intéressant. Et les formations conférences, elles sont données par des avocats ?
Oui, principalement. Okay. Principalement. Puis après, il y a aussi des tables rondes parfois entre juristes. C'est assez varié, c'est plutôt bien fait. Okay. C'est vraiment bien fait. Après, il y a tout ce qui est l'APRAM aussi sur l'association des praticiens du droit des marques. Ça, c'est assez intéressant aussi, où il y a des discussions régulières, des tables rondes, tout secteur confondu. Donc, il y a des CPI, des juristes d'entreprise, etc. Mais sinon, après, en termes de réseau inhérent au secteur, on était aussi, jusqu'à très récemment, et la plupart des agences le sont, membres de l'AACC, par exemple, qui est donc un réseau aussi des agences conseils, où régulièrement... AACC, exactement. C'est vraiment le réseau des agences conseils en communication, okay. Et qui régulièrement organise des commissions juridiques. Il y a des commissions sur différents thèmes et donc une sur du juridique, et où on est tous les juristes du secteur, donc on se connaît tous, et on échange justement sur les différents sujets qui sont inhérents à notre secteur. Et typiquement, quand j'étais dans l'audiovisuel, c'était l'USPA, l'Union syndicale des producteurs audiovisuels, où là aussi, il y avait des commissions pour les producteurs, pour les juristes au sein de la production, et où on échangeait sur les bonnes pratiques, les tendances du moment, la réglementation. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, il y a ça. Et chez Céline LVMH, il y avait par exemple l'Union des annonceurs, donc l'UDA, où pareil, il y a régulièrement des commissions. Donc il y a quand même beaucoup de commissions interprofessionnelles qui permettent de se rencontrer entre pairs et d'échanger sur les problématiques qu'on rencontre. Ça permet vraiment d'être dans des échanges de bons procédés, de dire comment toi tu gères telle ou telle problématique. Donc ça c'est assez intéressant. Mais pour le coup, ces commissions comme ça interprofessionnelles réunissent principalement les juristes du secteur, et parfois ça nous arrive de mandater un avocat pour se pencher sur une question qu'on se pose tous. Et donc, la consultation d'avocat sera commandée par l'association en question. Et l'avocat va intervenir lors d'une commission juridique, nous délivrer son analyse sur un sujet, et nous, ensuite, on va discuter de l'applicabilité de cette analyse-là à notre secteur. Donc, vraiment, on est là aussi quand même en étroite collaboration avec des avocats sur des points ponctuels. Ok, donc ça, plus tu me disais potentiellement des conférences et des formations aussi dans certains de ces réseaux. Oui, tout à fait. Donnés par des avocats. Tout à fait. Et les petits déjeuners aussi d'avocats. Ça, on aime bien ça. Ah ouais. Se faire former aussi sur des thématiques spécifiques par des cabinets. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi, moi, que j'aime beaucoup. Ça nous permet de rencontrer les avocats avec lesquels on travaille ou avec lesquels on envisage de travailler. Donc, on peut tester justement cette fameuse le côté personnel en fait dont on a besoin, exactement, le fit. Mais également au passage d'apprendre quelque chose ou de mettre à jour un peu nos connaissances sur un sujet et un petit peu d'éprouver la qualité finalement de l'expertise de l'avocat sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment à tout bénéfice. Et puis un petit café, un petit croissant, ça fait de mal à personne. Donc je suis désolée, ça c'est je n'avais sympa. pas de croissant ce matin. Aucun problème. et du coup, typiquement, tout comme tu me disais que tu pouvais choisir un avocat ou en tout cas envisager de travailler avec un avocat en ayant vu ses posts LinkedIn, etc. Est-ce que tu pourrais te rendre à un petit déjeuner d'un avocat qui t'invite parce que le sujet, tu le trouves intéressant, même si cet avocat, tu le connais absolument pas. Et ensuite, si le petit déjeuner est chouette, la conférence intéressante, tu peux l'envisager, ou il faut quand même une petite base encore de réseau, etc. Là, pour le coup, pas du tout. C'est vrai que à partir du moment où l'invitation elle est engageante pour personne, on va pas se mentir, l'idée c'est juste d'aller assister à une conférence et encore une fois d'avoir des nouvelles connaissances sur un champ qui m'est inconnu ou sur lequel j'ai besoin vraiment d'approfondir mes connaissances. Il n'y a aucune raison que je me prive d'aller au petit déjeuner aux questions. Et en général, parce que les avocats, normalement, sont aussi un peu des commerciaux. En tout cas, quand ils sont dans le développement de leur clientèle, ils savent très bien, ils vont pas faire du forcing et nous alpaguer dès qu'on arrive en nous disant, voilà, après on discute business, après la conférence. Non, ça m'est jamais arrivé. Il n'y a aucun problème. Donc l'idée, c'est si je vois qu'il y a une conférence qui colle à un impératif qu'on a à l'instant T au sein de notre entreprise et qu'on a vraiment besoin de davantage d'informations sur une thématique et que le timing est bon et que l'avocat me convie ou que je vois sur LinkedIn qu'il va faire un petit déjeuner sur un sujet qui m'intéresse, j'irai sans aucun problème, même si je ne le connais pas. Okay. Ça, il n'y a pas de problème. Et je pense que c'est aussi un axe de développement assez important des cabinets, parce que sinon, il n'y aurait jamais de renouvellement et de sang neuf du côté des entreprises et dans les choix qu'ils font pour leurs avocats. Donc, non, ça, il n'y a pas de prérequis de ce point de vue-là. Et du coup, tu parles de renouvellement, de sang neuf.
Donc en soi, enfin, je ne veux pas du tout faire peur aux avocats avec qui tu travailles aujourd'hui, mais vous n'avez pas non plus forcément une politique de, j'allais dire, de fidélité, entre guillemets. Alors, si. Mais comment ça fonctionne? Si, parce que là, tu vois, je te parlais principalement de l'angle se faire former sur une thématique précise. Mais par contre, pour ce qui est de la gestion des dossiers, une fois que le cabinet d'avocats avec lequel on travaille, le fit est bon, les analyses sont bonnes, ils ont compris les enjeux, ils connaissent du coup les interlocuteurs opérationnels parce qu'on a pu en discuter dans le cadre d'un précontentieux ou d'un contentieux. C'est hyper précieux et tout recommencer avec un nouveau cabinet, ce serait assez chronophage. Et c'est vrai que là, pour le coup, on est quand même dans une logique de grande loyauté puisque sur le cabinet avec lequel on a travaillé avant, il me semble qu'on était sur une relation qui se joue à 20 ans. Donc on est vraiment très très fidèles et de même que là notre cabinet actuel ça fait donc je dirais 4 ans et on est très content et ça va pas changer sur ce champ d'expertise là. Mais par exemple tu vois là encore je parle vraiment des NFT parce que c'est un sujet qui nous beaucoup de nos clients externes nous demandent de nous pencher sur la question. Moi je suis tous les avocats que je connais de près ou de loin sur cette thématique là pour que justement ils puissent nous délivrer leur analyse sur le sujet et ce ne sera pas forcément les avocats avec lesquels on travaille. Donc c'est plus sur la gestion des dossiers au jour le jour et des contentieux que là effectivement on est quand même globalement avec les mêmes. Je parle vraiment sur la partie propriété intellectuelle parce que c'est vrai que sur les autres sujets j'ai moins de visibilité sur les choix de mon directeur juridique mais j'imagine que son raisonnement est quand même similaire et que si la relation est bonne avec des cabinets d'avocats, il n'y a pas vraiment de raison de changer. Surtout qu'en général, on essaye de négocier avec eux des forfaits ou des taux horaires ou des choses un petit peu, parce qu'évidemment, le budget est primordial aussi dans ces questions-là. Donc, voilà, on va faire attention à tout ça. Et une fois qu'on est sur un acquis qui convient à tout le monde, on va pas chambouler l'ordre en présence pour juste le grand frisson de l'inconnu. Ça, c'est pas vraiment notre mentalité. Et j'allais justement en venir à cette question financière. Donc, les cabinets avec lesquels vous travaillez depuis longtemps, est-ce qu'il y a des formules, tu me parlais de forfait, est-ce que vous avez même peut-être des abonnements avec certains pour pouvoir leur poser un peu toutes les questions pointues quand vous souhaitez, enfin comment ça fonctionne? Alors, on n'a pas de système d'abonnement parce qu'encore une fois, l'idée c'est vraiment d'internaliser quand même au maximum nos dossiers. Donc c'est vrai qu'on essaye, exactement, on essaye de pas rentrer dans cette logique-là et de rester sur des choses ponctuelles et d'expertise et de rapidité comme je te le disais. Néanmoins, on a... Zut, j'ai oublié ta question. C'est le côté financier. Qu'est-ce que vous préférez? Comment ça se passe? En fait, tout est lié aussi là aux impératifs du secteur, puisque nous, l'idée en tant qu'agence de publicité, évidemment, c'est de délivrer des créations à nos clients et de leur en garantir la jouissance paisible, hein, comme le veut la formulation consacrée. Mais l'idée, si tu veux, c'est qu'on refacture aux clients l'intégralité de nos frais, les frais de production, les frais annexes et les frais juridiques. Donc, en fonction de ce qu'on aura aussi négocié avec nous, notre propre client, on va adapter ce qu'on négocie avec notre avocat. Donc, on n'a pas forcément la même méthodologie en fonction du client concerné. Je m'explique. Pour certains clients, on a réussi à négocier un taux horaire qu'on leur refacture. C'est-à-dire que ce client, il sait très bien que sur les devis qu'on va émettre, il y aura provisionné un certain volume horaire de consultation juridique. Et ce client a négocié avec nous que ça ne dépasse pas tel montant, donc vraiment un taux horaire. Et ce taux horaire est réimpacté sur les factures de notre avocat. Ouais. Donc on sait, sur ce client-là, notre avocat le sait, il va falloir être sur le volume horaire avec un taux particulier qui sera appliqué. Alors que pour d'autres clients qui sont par exemple des clients nouvellement acquis ou des clients où on n'est pas dans des contrats pluriannuels mais dans des contrats beaucoup plus ponctuels qui ne durent que quelques mois par exemple sur une prestation vraiment spécifique, là on va plus négocier un forfait. C'est-à-dire qu'on va essayer de caper un montant et de ne pas dépasser un certain montant et de négocier en amont un forfait pour pas avoir de surprise et pour ne pas se retrouver face à ce nouveau client qu'on essaye en général en plus de fidéliser avec un volume monstrueux de montants juridiques. Donc c'est vraiment un peu au cas par cas en fonction du client qu'on a face à nous. En fait, vous, c'est le client qui décide, entre guillemets, et pas vous. Quoi. Oui, tout à fait. Ça, on est dans un secteur, en effet, où voilà, on est dans la danse du ventre vis-à-vis du client. Le client est roi, et c'est vrai que c'est peut-être aussi ça qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que on est dans une mise en abîme du client. Je m'explique. Moi, mes opérationnels sont mes clients internes.
Il y a vraiment cette logique-là par rapport à d'autres entreprises. Nous, on est vraiment, en tant que juridique, en support du business. On est évidemment le plus au cœur du business possible, mais néanmoins, on parle vraiment de clients internes et on leur délivre des analyses. Et donc, derrière, nous sommes le client de notre cabinet d'avocats et nos opérationnels gèrent leurs propres clients qui sont les annonceurs. Et il y a toujours cette relation, en effet, de face à ton client, il faut être extrêmement professionnel, réactif. On est vraiment dans une logique de service, de tous les côtés. Donc, nos commerciaux ont ce mode de fonctionnement avec une forme de pression, de délai très court, de gros volume horaire. C'est assez connu, je pense, dans la pub, vis-à-vis de leurs propres clients. Du coup, ils ont ces attentes-là vis-à-vis de nous, évidemment. Et nous, on a ces attentes-là vis-à-vis de notre cabinet d'avocats. Donc, on comprend d'autant plus les contraintes des cabinets d'avocats, même sans avoir été soi-même avocat des années. Comme nous-mêmes, on a nos clients à gérer qui sont les annonceurs, on comprend vraiment ces contraintes-là de service. On est vraiment au service du business et on attend du coup de nos avocats qu'ils soient au service de notre business. C'est vraiment la même logique. Et comme vous négociez avec les clients des enveloppes pour les consultations d'avocats, etc., est-ce que dans cette négo, vous vous êtes mis d'accord un peu en amont avec le cabinet en question, les avocats en question, pour négocier finalement un peu en leur faveur aussi? Ou est-ce que c'est vraiment le client donc qui impose et vous ensuite qui devez trouver un avocat du coup qui rentre dans le moule, quoi? On bosse quand même souvent en bonne intelligence et nos clients ne sont pas forcément des personnes qui ont l'habitude de travailler avec des avocats. Ils n'ont donc pas forcément connaissance de ce que représente un coût juridique au sens large du terme. Donc c'est à nous aussi en tant qu'agence conseil de les conseiller sur pour ce sujet-là, on aura besoin d'approfondir ce sujet. On estime que nos avocats sont tout à même de le faire. Et c'est vrai qu'on fait un peu la pub de nos avocats dans ce cas-là, parce que c'est plus confortable pour nous de travailler avec ceux avec lesquels on travaille déjà. Et l'idée, c'est de pouvoir expliquer aux clients, en étant très pédagogue évidemment, que là, on doit nécessiter dégager une certaine enveloppe et que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour la sécurité de l'opération, pour que la campagne se passe bien, pour qu'on puisse leur délivrer une campagne avec la garantie de jouissance paisible dont on a besoin. Donc c'est quand même plutôt en bonne intelligence et c'est nous, là encore, qui centralisons, c'est-à-dire qui faisons comprendre à notre avocat qu'on a évidemment des contraintes budgétaires puisqu'on est sur un client qu'on essaye de fidéliser, qui potentiellement peut avoir peu de budget. On bosse parfois pour des associations, par exemple, donc ils ont des budgets très restreints. Donc c'est faire comprendre à l'avocat qu'effectivement, on n'est pas dans un budget infini et qu'on n'est pas dans un secteur où on va déployer des coûts juridiques énormes, mais également faire comprendre à notre client qu'il est indispensable de sécuriser juridiquement l'opération. Et que donc ça vaut le coup, COUT et COUP, de creuser la question pour que tout se passe bien derrière. Parce qu'on est très souvent dans un rôle de leur expliquer les risques à notre propre client, en leur disant ce serait quand même dommage pour une question d'économie de quelques centaines ou quelques milliers d'euros sur une thématique, de prendre le risque de se faire retoquer par la RPP, que ça puisse pas passer en télévision, ou qu'il y ait des plaintes de consommateurs ou d'associations après coup. Ça vaut vraiment le coup d'être dans une sorte d'évangélisation et de leur faire comprendre que le juridique est un levier aussi d'effectivité créative et commerciale, et derrière donc de pouvoir se faire appuyer par le bon avocat au bon moment. Donc là aussi, on est vraiment, comme je te le disais tout à l'heure, en pivot entre l'avocat qui voit son taux horaire habituel, certains de ses clients, et qui se dit moi mes taux horaires c'est ça, et le client qui ne comprend pas forcément pourquoi on doit dégager autant de moyens financiers sur des questions juridiques. Nous, on évangélise des deux côtés. On essaye de faire comprendre en bonne intelligence à tout le monde que l'intérêt c'est de trouver le juste prix. Et là, je reviens aussi à la nécessité pour l'avocat de connaître son secteur, puisque les avocats savent très bien qu'un budget juridique pour une thématique spécifique en publicité ne sera pas le même qu'un budget juridique pour une grosse industrie qui va, sortir un brevet ou une invention qui fait qu'il va y avoir des énormes frais juridiques et que tout sera évidemment mis en œuvre pour que l'enveloppe soit énorme. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Donc, un avocat qui connaît le secteur sera aussi à même quand même de sentir et de savoir que les prix qui se pratiquent globalement dans le secteur peuvent être variables d'un secteur à l'autre. Oui, mais du coup, là, tu me donnais l'exemple d'une asso, etc., où en effet, le budget est plutôt... Bien sûr. Est plutôt faible, entre guillemets.
Pour autant, à contrario, je suppose que vous avez aussi des clients où, ne connaissant pas spécialement le coût d'un avocat, mais ayant plutôt des moyens... Oui, plus large, plus conséquents, conséquent, ouais, tout à fait. Qui vous donne un peu une enveloppe comme ça sans trop regarder, non? Ça n'arrive pas. Objectivement, c'est assez rare. Ouais. On est sur un secteur qui est très concurrentiel, où nous-mêmes, c'est vraiment une mise en abîme à chaque fois. Nous-mêmes, on est mis en compétition très régulièrement. Et évidemment, la compétitivité d'un acteur quel qu'il soit, ce sera la qualité de son travail, bien sûr, mais la compétitivité de ses tarifs aussi. Et donc, nos tarifs à nous comprennent des devis globaux qui intègrent les frais juridiques. Donc, évidemment, l'idée, c'est d'être le plus compétitif possible. Et évidemment, en gardant aussi en tête l'idée qu'on garantit tout ça vis-à-vis de notre client. Donc, on n'a pas intérêt à être au rabais sur les aspects juridiques, loin de là. Mais néanmoins, on ne peut pas non plus se permettre d'avoir des enveloppes complètement, sans fin. Ça pourrait nuire à notre compétitivité. Donc, c'est toujours un équilibre, finalement. On est vraiment in medio stat virtus. La sagesse réside dans le juste milieu, tu vois, dans la modération. Donc, on est vraiment toujours en train d'essayer de trouver ce juste milieu entre efficacité, expertise, qualité de la prestation et compétitivité en termes de tarifs pour rentrer dans les budgets des clients qui sont toujours plus restreints et qui, vraiment, on va pas se mentir, choisissent aussi leurs agences en fonction de ça. On doit vraiment rester compétitif. Ouais. Et du coup, c'est un juste milieu qui, pour toi, doit s'appliquer aux avocats aussi. Ouais, franchement, cette notion de prix, parce que c'est vrai que pour certains clients... l'avocat étant perçu comme un expert qui coûte cher, je fais parfois le parallèle avec un médecin spécialiste qui serait un peu le ponte dans sa spécialité, etc. C'est parfois des services pour lesquels certains clients sont prêts à payer très cher, voire un prix élevé va être un gage de qualité dans l'esprit de certains. Ouais. Mais dans le milieu de la pub, si je comprends bien, il y a quand même cette notion de budget qui est prépondérante, quoi. Je pense que la question du budget, elle est présente dans toutes les entreprises. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Mais si tu veux, moi, par exemple, en propriété intellectuelle, je travaille avec un cabinet à taille humaine, en effet. Mais son expertise est extrêmement reconnue. Ils ont encore été primés récemment. Donc, si tu veux, on n'est pas non plus sur le petit cabinet très confidentiel qui n'est pas reconnu dans son secteur. Loin de là. Ils sont vraiment très reconnus. Mais la nature des tâches et des dossiers, notamment le temps passé, est moindre par rapport à certains secteurs aussi. Donc, c'est pas tant une question, si tu veux, on est vraiment dans un mouchoir de poche en termes de budget. Pas du tout. C'est que les thématiques traitées aussi ne se prêtent pas aux énormes dossiers qui durent des mois. On est vraiment plus petites enveloppes. C'est des plus petites enveloppes, plus nombreuses en fait. Okay. Donc si tu veux, c'est aussi lié, je pense, au cœur d'activité et à la nature des tâches qui peuvent être confiées au cabinet d'avocats. Et encore une fois, je parle sur la partie propriété intellectuelle et déontologie. On est vraiment sur des dossiers. Tout à l'heure, tu étais surprise quand je te disais qu'ils répondaient en 24 heures. Mais c'est parce que souvent, ce sont des questions très ponctuelles qui peuvent être chronophages, mais qui ne sont pas au plan technique extrêmement complexes, mais qui sont vraiment plus justement... Voilà, on analyse le risque et comme on connaît le secteur et les enjeux, on est capable de délivrer une analyse assez rapidement qui se base non pas sur le temps passé, mais sur l'expertise qu'on a du secteur parce qu'on connaît les contentieux dans ce secteur, qu'on connaît les montants en jeu, qu'on connaît les risques de contentieux et que donc on délivre notre analyse en fonction de ça. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup d'ailleurs chez les avocats avec lesquels on travaille, c'est que très souvent, ils nous font une analyse assez exhaustive, bien sûr, mais derrière, ils prennent le risque de nous dire ce qu'ils en pensent vraiment, en fonction de l'image qu'ils ont et de l'expertise qu'ils ont sur les contentieux qu'il y a vraiment sur cette thématique, sur ce sujet. Je te dis un exemple, la loi E20 par exemple, la loi sur l'alcool, le fait qu'on ne peut pas communiquer n'importe comment en publicité sur l'alcool en France, c'est très complexe à analyser parce que c'est très fluctuant comme analyse. Et bien notre avocat, il est expert là-dedans et il va très souvent nous dire, bon voilà, à mon sens là, le risque de contentieux, il est faible, ou alors s'il y en a un, ça se montera à tant de dommages d'intérêt maximum. Peut-être que vous pouvez provisionner, parce que l'avantage créatif, de buzz positif, etc. de la campagne sera supérieur à ce que vous devrez éventuellement débourser en cas de contentieux. Je simplifie vraiment la façon d'en parler, mais tu vois, c'est ça l'idée. Ok, donc toi, t'aimes bien cette notion vraiment... conseil avec un avis un peu... Se positionner, vraiment se positionner. Puisque de toute façon, derrière, l'avocat, j'avais vu ça, je crois, dans un de tes interlocuteurs précédents, l'avocat conseille et le juriste décide. Mais c'est exactement ça. C'est que nous, on a besoin d'avoir toutes les cartes en main
pour ensuite présenter ça à nos directions opérationnelles et décider en bonne intelligence avec eux, en fonction du budget qu'on veut bien y allouer, en fonction du risque, du degré de risque qu'on veut bien prendre. Mais l'avocat, son rôle, c'est vraiment de nous conseiller et c'est une aide à la prise de décision. C'est vraiment ça. Moi, c'est ce que j'attends de notre avocat, une aide à la prise de décision. Très bien. Eh ben, c'est un beau mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un sujet dont on n'aurait pas parlé Écoute, il y avait juste ce dernier point de quand est-ce qu'on saisit les avocats, tu sais, il y avait le dernier point, puisqu'il y avait donc l'expertise. Oui, il y avait, tu sais, moi, c'est mon côté plan dans ma tête. Je suis pas juriste pour rien, je me souviens très bien. Non, le dernier point, c'est quand on a besoin d'une expertise à l'international. Ça nous arrive d'être sur des dossiers évidemment internationaux, puisque comme le digital se développe énormément, on a des campagnes qui sont amenées à être diffusées dans le monde entier. Et on a besoin parfois, pour évaluer les risques, de faire appel à des cabinets locaux, donc des correspondants locaux. Et là, en général, on passe justement par le réseau de nos avocats actuels, qui nous recommandent un cabinet d'avocats à l'étranger. Vous ne passez pas par le groupe Omnicom? On passe aussi par le groupe Omnicom. En fait, c'est un savant mélange entre les deux, parce qu'effectivement, on a des antennes à l'international, et s'ils travaillent avec certains avocats, ça nous arrange. Mais je sais que sur les derniers projets, on a eu tendance à faire appel à notre cabinet d'avocats habituel, parce qu'on savait qu'il avait des correspondants avec lesquels il a l'habitude de travailler et que ce serait beaucoup plus rapide. Et là, pour le coup, on négocie un forfait, justement. C'est-à-dire que l'avocat qui fait le point de jonction... C'est de la sous-traitance ou... C'est exactement. C'est-à-dire que l'avocat en question, il nous provisionne une enveloppe avec des petits frais de gestion de projet, finalement. Et après, il faut qu'il rentre dedans et c'est lui qui se débrouille avec les correspondants étrangers. D'accord, donc c'est ce dernier cas. Restez... Votre seul interlocuteur reste votre avocat. C'est plus simple pour nous. Ouais, tout à fait. Sinon, ça devient vraiment justement de la gestion de projet. Donc, si on a l'enveloppe, on préfère déléguer cette gestion de projet à un avocat en qui on a confiance pour nos projets internationaux. Très bien. Donc, il est stratégique pour les avocats d'avoir leur petit réseau. Tout à fait, exactement, de pouvoir nous conseiller sur un champ d'expertise qu'ils n'auraient pas, que ce soit le sujet en lui-même ou le côté international et donc local derrière. C'est vrai que c'est hyper sympa aussi, c'est hyper confortable pour nous d'avoir ce relais-là, tout à fait. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Caroline. Merci à toi, Agathe. Ton temps, et toutes ces informations passionnantes, notamment sur les spécificités de ce milieu. Et c'est vrai que je n'avais pas encore eu l'occasion d'échanger avec un juriste dans le monde de la publicité. Donc, c'était très intéressant. Et puis, bonne journée. Merci beaucoup, Agathe. À bientôt. Et voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite à retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site d'Anomia, www.anomia.fr. À bientôt!